Bonjour, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine, répondre à votre question. Alors, les emplois du temps sont très courts, donc là je me rends à Pélissane pour voir les maires de Provence, parce que les maires de notre territoire souhaitent m'apporter leur soutien, donc j'en suis très fière, très honorée, pour être à la fois maire de Marseille et aussi présidente de la métropole, donc je vais volontiers chercher cet appui. Et donc je profite du trajet pour pouvoir répondre à vos questions qui sont toujours très percutantes et très nombreuses cette semaine. Alors, la première question, c'est Marion qui souhaite que le prochain maire revoie le PLU, surtout dans le 12e arrondissement à Saint-Julien, où elle estime que trop de permis de construire ont été accordés aux promoteurs et que les infrastructures ne suivent pas. Alors, bonjour Marion. Marion, vous avez entièrement raison. Donc le PLU a déjà été vu à la baisse. Nous étions dans l'obligation de le signer parce que sinon, à partir du 1er janvier, on revenait sur des conditions de constructibilité qui étaient beaucoup plus importantes que celles qui existaient. Donc il fallait le signer. Un PLU, et il faut toujours le revoir au bout de quelques mois. Et effectivement, je voudrais aller plus loin que ce PLU. Ce que je souhaite, pour moi, de dire que la bétonisation c'est terminé. Il faut qu'on ait une consultation qui nous donne une vision de l'urbanisation sur la totalité de la ville, parce que vous êtes dans le 12e arrondissement, mais il y a d'autres endroits où on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il manque effectivement les infrastructures routières, de transport, les écoles, enfin les commerces, tout ce qui va avec. Donc oui, une prise à bras le corps de l'urbanisation sur Marseille, la deuxième ville de France, pour qu'elle se fasse en harmonie et surtout avec les infrastructures nécessaires. Sur notre question, c'est Régine qui a entendu ce que je disais d'ailleurs sur le quartier de Montredon, et ça correspond à ce que nous a dit Marion, et demande ce qu'il en est pour la bétonisation dans le quartier de la Vieille-Chapelle. Alors oui Régine, bonjour. Effectivement, c'est la même type de réponse que je vais vous apporter que ce que j'ai fait à Marion, parce qu'on ne peut pas construire tout, n'importe quoi, n'importe où. Et en plus sur le quartier de Montredon, un quartier que je connais particulièrement bien, puisque j'en suis élue. Je suis en train de me battre pour arrêter les projets style Boulevard Bourg, qui est dans une impasse où on ne peut pas construire des immeubles de plusieurs étages, parce que c'est très compliqué pour l'accès. Et puis également sur un endroit où, sur le Grément notamment, un espace qui est extrêmement pollué, sur lequel pour ma part, je ferai tout pour faire autre chose que de l'immobilier, parce que c'est un cul-de-sac et je préfère franchement construire des équipements structurels, des parkings de délestage, que de construire encore des maisons qui vont apporter encore plus de voitures et encore plus de trafic sans que les voies soient là. Donc on est tout à fait en phase avec vous, ma chère Régine. Alors Amir, il formule plusieurs souhaits. Le premier, c'est récupérer le centre-ville, notamment Noailles, et le nettoyer. Résoudre le problème du temps d'attente aux urgences, donc ça c'est plutôt la partie santé, et renforcer la sécurité dans les transports, surtout le soir. Alors, sur le centre-ville, Amir, nous avons engagé un plan partenarial avec l'État de refonte complète de l'habitat sur le centre-ville. Donc effectivement, les choses vont aller beaucoup mieux, puisque nous sommes en train de créer une société d'aménagement où l'État participe financièrement avec la ville de Marseille et la métropole. Donc quand il y a des projets, eh bien l'État est présent. Mais seulement il faut qu'il y ait des projets pour cela. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc oui, nous avons piétonnisé une grande partie du centre-ville pour qu'on puisse mieux s'y balader. Nous avons amélioré la sécurité, nous avons amélioré la propreté. Donc c'est une expérimentation qu'on a fait sur un périmètre assez restreint. Cette expérimentation, eh bien, on va la faire sur tout Marseille pour pouvoir avoir une ville où, d'abord les incivilités, c'est stop, et puis qu'on s'y sente bien. Mais pour ça aussi, il faut aller plus loin, bien sûr, dans les infrastructures, mais aussi, par exemple, dans l'éclairage. Si on est sur un espace qui est propre, qui est piétonnisé, qui est bien éclairé, eh bien là, on peut avoir un petit peu plus confiance. Alors, sur la problématique des attentes aux urgences, dans mon projet,
dans la partie santé, dans la partie partagée, c'est créer des maisons médicales, aider à créer des maisons médicales en fournissant le foncier, peut-être en fournissant des bâtiments, pour que des médecins puissent se regrouper dans certains quartiers où aujourd'hui il n'y a pas de docteurs, parce qu'on sait très bien que les généralistes se déplacent de moins en moins dans les domiciles des personnes. Donc pour éviter de se servir de ce qu'on appelle le taxi rouge, c'est-à-dire les marins-pompiers, en les appelant en urgence, parce que c'est eux qui vous amènent aux urgences, eh bien faire ces maisons médicales 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que justement ça puisse alléger l'arrivée des personnes aux urgences, qui en théorie, quand vous allez aux urgences, c'est que vous avez un problématique vitale, mais quand c'est de la petite bobologie, eh bien là il faut mieux essayer d'avoir d'autres opportunités. En tout cas, c'est ma volonté. Et regardez mon programme santé, parce qu'il y a aussi d'autres propositions très intéressantes qui sont à l'intérieur. Alors sur le renforcement des transports au niveau de la sécurité le soir, alors oui, donc ça je l'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé puisque j'ai signé une convention avec la ville de Marseille pour mettre à disposition 20 policiers municipaux dans le métro tous les soirs à partir de 20h. Donc peut-être que vous les avez déjà croisés, ils ont été formés, donc ça commence à prendre sa forme à l'intérieur du métro, et il faut bien sûr se sentir plus sécurisé dans le métro, parce que d'abord s'il y a moins de monde, donc ces grandes rames vides le soir, il faut qu'elles soient encore plus étendues au niveau horaire, mais il faut qu'on s'y sente bien. Et puis nous avons également voté la gratuité, vous savez, des transports pour les policiers, les forces de secours et les forces de sécurité. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça fait un mois maintenant, nous avons mis en place et signé la convention avec la police nationale. Eh bien, en moins d'un mois, nous avons 1000 policiers qui se sont abonnés, puisqu'ils payent juste le tarif de la carte annuelle de 20 €. Et puis, ils sont maintenant dans les transports en commun. Ils le prennent pour leur déplacement personnel, professionnel. Vous savez qu'un policier, même s'il n'est pas en service, il est toujours en fonction. Donc, ils peuvent soit appeler leurs collègues, soit intervenir directement, soit aussi faire simplement du renseignement. Donc, sachez qu'en ce moment, vous avez dans les transports en commun sur le territoire métropolitain plus de 1000 policiers qui sillonnent et qui prennent moins leur voiture, donc qui polluent moins également, et qui sont dans les transports en commun. Donc on va y arriver. Sur d'autres questions sur le transport et le stationnement, alors Yasmina me demande si je trouve normal la galère dans laquelle ont été plongés les Marseillais et les Marseillaises lorsque les chauffeurs de la RTM ont bloqué le réseau suite à une agression. Alors bien sûr que je comprends le droit de retrait, en améliorant la sécurité par les dispositions que je viens d'expliquer juste avant. Je pense qu'on va créer un sentiment de sécurité. On va rajouter des caméras dans le métro pour encore plus surveiller ce qui s'y passe. Donc en améliorant tous ces services, je pense qu'on diminuera la problématique de l'insécurité envers aussi les agents, parce qu'il faut aussi respecter ceux qui travaillent, et il faut rapprendre ce respect d'ailleurs dès la plus petite enfance. Donc des tas d'opérations sont aussi prévues pour que dans les écoles primaires, eh bien, les agents des transports publics puissent aller discuter avec les enfants également dans les collèges. Moi je vais le suggérer aussi, pour que bien on puisse mieux connaître le métier et puis mieux respecter les personnes. C'est fondamental. En tout cas, moi ce que je souhaite, c'est le retour de l'ordre républicain et l'arrêt des incivilités. Donc vous pouvez compter sur moi pour bien que les choses se passent beaucoup mieux. Alors Florent, lui, il a une solution innovante, c'est le LOP Aix-Marseille. Alors le LOP Aix-Marseille, c'est effectivement un très beau projet. C'est un tunnel, c'est un tube où on peut se déplacer très rapidement. Alors bien sûr que c'est fantastique, le problème c'est que ça coûte très cher. Donc si on peut avoir les moyens de le faire, ça serait volontiers, mais on n'y est pas tout de suite encore dans cette position. Par contre, on est en train de travailler, moi je suis en train de travailler sur le RER métropolitain. Alors vous savez que la problématique du développement des RER, enfin ce qu'on appelle ici les TER, c'est la problématique de la gare Saint-Charles, où il faut des voies supplémentaires, il faut que l'État investisse et fasse les travaux de la gare Saint-Charles. Mais moi ce que je suggère, c'est si j'ai la confiance des électeurs pour pouvoir être à la tête de la ville de Marseille et de la métropole, eh bien c'est de voir avec la SNCF, de voir avec la région,
de voir la ligne entre Marseille et Vitrolles. Elle existe, une ligne ferrée qui doit être beaucoup plus fiable. On doit aller en 15 minutes, 15-20 minutes à l'aéroport et au moment des fréquences des heures le matin et le soir, avoir toutes les 15 minutes un train qui part et qui arrive en gare de Saint-Charles et en gare de Vitrolles. Et après, l'idée, c'est de faire un funiculaire qui pourrait aller de la gare VAM, ce qu'on appelle la gare de Vitrolles, jusqu'à l'aéroport, mais également permettre d'aller de la gare à la zone des Astroublancs et pourquoi pas aller jusqu'à la gare d'Émile, Aix, qui permettrait de faire un fil de liaison entre tous ces espaces. Mais vous avez raison, si on veut vraiment être la capitale de de la Méditerranée, la capitale européenne de la Méditerranée, il faut que nous ayons un aéroport qui soit rejoignable le plus rapidement possible, en une vingtaine de minutes, mais surtout avec de la fiabilité sur ces transports-là. Alors, Sof m'interroge sur le tracé retenu dans la prolongation du tramway depuis les Cailloles à la Barrasse, en passant par la Valentine. Est-ce qu'il passera par Valvert? À quel horizon est-ce prévu? Quelles sont les stations retenues? Alors oui, le tracé n'est pas encore complètement défini, mais il passera bien à proximité de Valvert. L'horizon retenu, je dirais, c'est le plus vite possible. Après, c'est une question de financement. En tout cas, si je suis élu, on va lancer tout de suite les études pour pouvoir après monter ce projet et aller chercher les financements. Et on a estimé à peu près à 7 ou 9 stations le nombre de stations, parce qu'il faut quand même que le transport soit assez rapide sur la totalité du chemin. Donc là, les positionnements de stations ne sont pas encore définis puisque le tracé ne l'est pas. Mais il y a une chose qui sera faite, c'est que ça sera fait en concertation. Parce que la vision et le programme que je propose aux Marseillais, aux Marseillaises et aux métropolitaines et aux métropolitains, c'est un programme qui sera concerté, largement concerté sur des problématiques comme celle-là. Parce que qui sont les meilleurs utilisateurs que les personnes qui sont dans le secteur, qui sont les meilleurs utilisateurs également et ceux qui savent les mérites secteur et leur engagement pour pouvoir apporter le meilleur service à leur population. Alors, Rémi me demande combien, alors on revient sur les transports, combien coûte la fraude dans les transports. La fraude dans les transports, c'est 20 millions d'euros par an. Donc nous avons mis en place, vous avez peut-être vu Rémi, en prenant le métro notamment, des contrôleurs qui sont juste derrière les barrières, en attendant de faire des véritables systèmes anti-fraude. On équipe les stations de plus en plus. On a également une lutte très forte sur les bus et les trams pour que justement cette fraude, que tout le monde paye le transport en commun. C'est logique, c'est une évidence. Je parle avec plus de contrôle, on arrive à un meilleur résultat. Christophe me propose d'étendre le périmètre du stationnement payant. Alors, le stationnement payant, pour que vous compreniez bien et vous sachiez et vous voyez bien que c'est nécessaire d'être à la fois maire de Marseille et président de la métropole. Le stationnement de surface, c'est la ville, et le stationnement en dessous, c'est la métropole. Donc, le périmètre aujourd'hui est très étendu, surtout sur les noyaux villageois. On peut étendre ce périmètre en concertation avec les habitants des secteurs, mais avant ça, il faut donner plus d'offres de transport. Parce que c'est bien de pouvoir punir les personnes, mais derrière, il faut pouvoir aussi qu'elles aient d'autres moyens de se transporter. Moi, je pense que le stationnement payant, il faut aussi revoir les horaires. Quand vous rentrez le soir chez vous, si vous devez payer à partir de 18h, donc ça. Et puis il y a une chose qu'il faut qu'on revoie, cette fameuse Zoé qui met les PV de manière intempestive. On a essayé, moi j'ai essayé à plusieurs fois d'intervenir pour que les choses se fassent de manière un petit peu plus en anticipant, en ayant un peu de jugeote pour regarder si la Zoé doit ou pas verbaliser. Écoutez, j'espère qu'en arrivant à la tête de la ville de Marseille, j'arriverai à être beaucoup plus efficace sur ce type de mise de PV qui ne doit pas se faire intempestivement, mais qui doit se faire véritablement à bon escient. Illich m'interroge sur les solutions que j'envisage pour le stationnement des résidents au centre-ville. Alors, on a déjà travaillé, notamment avec une suppression. Il y a eu plus de 400 places qui ont été supprimées avec le Corioto, les travaux de Corioto, les travaux du centre-ville. Donc nous avons travaillé avec les concessionnaires des parkings pour d'abord pour les visiteurs, première demi-heure gratuite,
La deuxième demi-heure, c'est la chambre de commerce qui la prend en charge, donc 1 heure gratuite pour ceux qui viennent dans le centre-ville faire leurs courses. Et puis pour les résidents, bien sûr, qu'il y a des tarifs réduits. On est en train de les mettre en place pour que, ils puissent mettre leur voiture dans des parkings sécurisés plutôt que n'importe où dans le centre-ville. De toute façon, les places ont été réduites. Donc oui, effectivement, on a réduit les tarifs. La seule chose, c'est que ça met en route au fil de la fin des délégations de services publics. Donc il y en a quelques-uns où ça y est, déjà ça fonctionne. Et en tout, il y en aura à peu près 19. Mais si vous allez sur le site de la métropole, vous aurez un petit peu plus de détails. Alors Yvette, là c'est une question de sécurité, me parle des comment lutter contre les incivilités des vendeurs à la sauvette sur le Vieux-Port. Yvette, il y a à la fois il faut plus de caméras, plus de policiers municipaux, plus de tournées. Donc c'est ce que je prévois dans mon programme. Ce n'est pas acceptable qu'il y ait des vendeurs à la sauvette sur l'espace public. Donc sachez que je me suis battue très longtemps, que lorsque j'étais adjoint au maire aux emplacements publics à la ville de Marseille. Écoutez, je recontinuerai. Mais pour cela, il faut plus de police. Et les engagements d'embauche de police municipaux, c'est 150 par an. Il faut les former. Et puis après, bien entendu, qu'il faut renforcer leur mission sur ce type de problématique. Parce que le policier municipal est là pour faire respecter les arrêtés du maire. Donc la vente à la sauvette est illicite et je compte bien faire respecter les réglementations. Soleil du Midi. Merci Soleil du Midi, parce que ce n'est pas la première fois que vous me posez des questions. Me demande s'il serait possible de faire poser des ralentisseurs au niveau de l'école primaire du boulevard Mireille-Loz pour limiter la vitesse des véhicules. Alors Soleil du Midi, votre question, la réponse que je vous apporte, elle rentre dans un plan beaucoup plus large au niveau des écoles primaires, maternelles et primaires de la ville de Marseille. Il y a tout un plan qui est prévu, c'est ce que j'appelle le plan Charlemagne, pour pouvoir à la fois faire bien sûr les reconstructions des écoles, les réhabilitations, des projets pédagogiques et aussi bien sûr la sécurisation autour de l'école où on doit avoir des zones 30 et bien entendu qu'il faut avec des trottoirs élargis. Donc c'est une problématique, alors celle de Mireille-Loz je regarderai plus précisément, mais la problématique des écoles c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que quand on met nos enfants dans les écoles, on met ce qu'on a de plus cher dans les écoles. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient en sécurité et surtout qu'ils s'y épanouissent parce que, vous savez, l'éducation, moi, j'y suis très attachée. Alors Patricia me parle d'un camp de Rome dans le quartier de Félix Piat et des nuisances qui en découlent. Alors, et qu'elle a signalé cette problématique au commissariat en juillet 2019 et rien n'a été fait. Donc, et elle me demande pourquoi je ne suis pas venue encore dans le quartier de Saint-Maurent. Je suis venue à la Belle de Mai, ma chère Patricia. Je passe régulièrement dans ces secteurs et j'ai des équipes qui sont extrêmement investies avec Solange Biaggi et Stéphane Soto qui ne ménagent pas leur peine justement pour être vos représentants sur la prochaine mandature. Donc vous pouvez leur faire confiance pour que ce genre de vie active du quartier, ils la défendent à tout crin. Alors la problématique de squat, j'ai entendu tout et n'importe quoi, du style on pouvait mettre la police municipale à contrôler les squats. Non, c'est un problème de police nationale. C'est un problème très vaste sur la totalité du territoire métropolitain où lorsqu'il y a des habitations qui sont vides, elles sont souvent squattées. Il y a des problèmes, une protection de la propriété privée qui est très importante, mais il faut contacter les propriétaires privés, il faut travailler avec la police en coordination. Donc oui, c'est une lutte incessante à mener sur les occupations illicites, aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé. En tout cas, sachez que pour moi, mener une politique anti-squat aux côtés de la police nationale, ça sera aussi dans ce que j'appelle le retour de l'ordre républicain. Logement. Alors Delphine s'alarme sur le nombre de familles qui ne peuvent pas se loger. Le toit, c'est la première de nos protections. Donc bien sûr, on a lancé un grand plan pour
justement tout le centre-ville. Il est indispensable de pouvoir trouver des solutions pour les travailleurs pauvres. On est en train de mettre en place, regardez dans la partie logement, vous verrez que le plan est très étoffé, puisque je propose même de mettre au niveau de la métropole des cautionnements pour les personnes qui sont en difficulté pour trouver des logements, des immeubles à zéro charge. Donc oui, une vraie prise en compte de l'accessibilité au logement pour tous, un logement digne et un logement où on puisse aussi s'épanouir. Solidarité. Alors, Nawel me parle de son enfant de 12 ans qui est autiste et qui est sur une liste d'attente depuis 5 ans. Alors, là aussi, je vous renvoie toutes les dispositions qui sont prises sur le plan handicap, la partie des personnes à mobilité réduite, notamment des personnes en situation de handicap, qui est très large et très vaste. Mais en tant que conseillère départementale, en tant que présidente du conseil départemental, j'ai beaucoup œuvré pour faire ce plan Handi-Provence. Et bien entendu que nous voulons de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais aussi pour que les personnes qui sont en situation de votre enfant puissent aussi trouver des solutions pour vivre bien tout à fait normalement, avec une simplification de la procédure sur les agréments donnés par la MDPH, mais aussi la mise à disposition des AVS pour qu'ils puissent être aux côtés de l'enfant durant les écoles, pendant le temps scolaire, et puis des formations aussi poussées des enseignants pour que les choses puissent mieux se passer. Donc oui, un plan très large au niveau du handicap, parce que c'est des situations absolument catastrophiques. Il faut qu'on change vraiment la vision des personnes par rapport aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. En tout cas, sachez que j'y suis extrêmement attachée. Alors là, j'ai une politique, j'ai la question politique de Rémi qui m'interroge. Il me dit, sur la place que j'ai tenue dans l'équipe de Jean-Claude Gaudin, il me demande pourquoi j'ai attendu 2020 pour faire des propositions à Marseille, pour Marseille. Alors Rémi, non, j'ai pas attendu 2020. D'abord, j'ai géré les espaces publics de 2001 à 2013. Donc pendant toute cette période, j'ai énormément fait dans le cadre de ma délégation sur la gestion de l'espace public, sur des plans, sur des réaménagements de marché, sur les réaménagements des terrasses, sur les réaménagements de la publicité. Donc j'ai beaucoup œuvré pendant toutes ces années. Et puis quand je suis arrivée à la tête du conseil départemental en 2015, là j'ai aussi beaucoup œuvré pour la ville de Marseille qui pendant longtemps n'avait pas reçu les financements qu'elle aurait dû avoir des autres collectivités. Donc nous avons voté un plan notamment de 200 millions d'euros pour pouvoir travailler sur le patrimoine, travailler sur la réhabilitation de la ville, lancer des projets magnifiques. Donc notamment le Corioto, l'Arrêt Paradis, la Corniche, le Jarret, donc les équipements, les ravalements qui sont financés à 80% par le conseil départemental. Donc vous voyez, beaucoup d'actions qui ont été faites. J'ai pas attendu 2020. Et moi, vous savez, j'ai un slogan que j'applique depuis que je suis... Je pense que depuis que je suis née, je fais comme ça. Je fais ce que je dis ce que je fais. Et je suis rentrée en politique, pas pour être, mais pour faire.